Salam alaikum à tous, bienvenue sur la chaîne du 12e homme. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique est finie, donc on repart sur le football du club. Ah moi ça me déprime le football du club. Oui je sais, certains aiment, mais moi personnellement, vous savez la sélection, je vous l'ai montré lors de la CAN, j'aime trop le football de sélection. Mais bon cette fois on se retrouve pour le football du club, il faut en parler. Et cette fois on va parler de l'Olympique de Marseille, vous savez c'est mon club de cœur. Et on a un match important, un barrage face au Shakhtar Donetsk, demain à 18h45. Et ça se jouera à Hambourg, parce que vous connaissez la situation de l'Ukraine. Et dans cette vidéo avant-match, nous allons devoir aborder le cas du Shakhtar, parce que j'entends pas mal de choses, un peu bizarres à mon goût, on va dire un peu une manière de sous-estimer un peu Shakhtar. On oublie un peu que cette équipe-là est une équipe qui a beaucoup de qualité, et surtout qui a un très bon vécu collectif. Et d'ailleurs, on va le voir avec une partie sur Shakhtar où je parlerai de la dynamique du club, où je parlerai de leur parcours européen cette année, et surtout de leur parcours européen plus globalement, notamment en C3. Vous verrez qu'il y a une belle histoire. Et évidemment, des joueurs à surveiller, un ou deux, voire même trois. Ça, on verra bien, ce sera dans la troisième partie. Et évidemment, je terminerai sur une partie avec l'OM. On en discutera de manière un peu plus... bref. Let's go. Le Shakhtar Donetsk. J'ai entendu lors du tirage en décembre, j'ai entendu de « Ah franchement, c'est bien, on est tombé face au Shakhtar, ah, c'est très bien, c'est excellent. » Ouais les gars, franchement, c'est un truc grave bien. Franchement, on a évité des grosses équipes, on a évité des équipes plus compliquées, qui sont dans la Champions League, on a évité le Feyenoord. Je sais que personne parle avec moi, mais les gars, soyez sérieux. En fait, pour ceux qui pensent ça en tout cas. Pour ceux qui pensent pas, abonnez-vous, c'était bon, on pense la même chose. Pour ceux qui pensent ça, pour ceux qui pensent que Shakhtar est une équipe facile, on va récapituler. On va commencer tout d'abord par la dynamique du club. C'est un club qui actuellement est déjà champion en titre d'Ukraine. Oui, l'Ukraine est dans un climat compliqué politiquement, mais c'est une équipe qui est championne en titre de son championnat. Ce championnat se joue encore, attention, c'est uniquement une trêve qui se passe entre décembre et le 26 février. Donc ils sont champions en titre. Là, ils sont quatrième de championnat avec 3 points de retard sur le premier, mais avec 2 matchs en retard. C'est-à-dire c'est une équipe qui peut possiblement, potentiellement, reprendre la tête de son championnat. Allons simplement maintenant, si on parle évidemment des derniers matchs, ils ont fait que des matchs amicaux en préparation en vue de la phase retour du championnat. Ils sont sur 2 défaites, 2 nuls et une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Mais bon, c'est des matchs amicaux, c'est très compliqué de le juger, je pense, vous le savez tous. On le voit en sélection et on le voit en club. Ensuite, maintenant, si on doit parler du parcours en Champions League, lors de la phase de groupe, où ils ont fini 3e, dans un groupe qui, je rappelle, était composé du FC Barcelone, du FC Porto, et aussi de Royal Antwerp, qui elle a fini dernière. Dans la phase de groupe, c'est une équipe qui a fini 3e, comme je vous l'ai dit, elle a réussi à battre le FC Barcelone, elle a mis vraiment en difficulté le FC Porto, qui elle a fini première de son groupe, si je ne me trompe pas, il faudrait vérifier. Et surtout, c'est une équipe qui, bon c'est logique face à Antwerp, mais quand même qui a su, encore une fois, se qualifier en barrage d'Europa League. L'année dernière d'ailleurs, vu qu'on parle encore une fois du fait qu'ils se sont qualifiés en barrage, l'année dernière ils sont encore une fois tombés en barrage, et cette fois en barrage d'Europa League contre encore une fois une équipe française. Et c'est qui l'équipe? C'était Stade Rennais. Ils ont battu Rennes au penalty lors du match retour à Rennes. Ça veut dire que c'est une équipe qui déjà a joué une équipe française. Et quand on regarde le bilan face aux équipes françaises, ça c'est à noter, c'est une équipe qui a 9 victoires et 4 défaites face au club français. Historiquement, elle a un bon bilan face au club français. Bon, vous allez me dire encore, oui, c'est un bilan, ça n'a rien à voir, c'est des équipes différentes, des phases différentes, des compétitions différentes. Il n'y a pas de souci. La dernière fois qu'on les a joués, c'était en Coupe de l'UEFA, l'ancien nom de l'Europa League, en 2008-2009. L'année où d'ailleurs eux-mêmes ont gagné la Coupe de l'UEFA, où Shakhtar a gagné la Coupe de l'UEFA, donc ils ont gagné une Europa League, c'était à peu près plus de 15 ans. Ils avaient joué contre Marseille et ils nous avaient battu aller-retour, je crois, 2-1, 2-0 si je ne me trompe pas. Donc déjà, si on parle des confrontations, la dernière fois qu'on a joué contre eux, on a perdu. Allez, encore une fois, on va dire cette fois, c'était il y a longtemps, c'est pas le même contexte, c'est pas le même match. Mais je vais dire, je vais m'arrêter moi simplement sur la phase de groupe de Champions League. C'est une équipe qui, chaque année, joue l'Europa League. Chaque année, c'est une équipe qui arrive très loin de cette compétition, qui la connaît, qui connaît ses phases de barrage, on va dire, c'est purgatoire entre la Champions League et l'Europa League. Ces phases, par exemple, les matchs de qualification, ceux qu'on a perdu contre le Panathinaikos, par exemple, ces matchs-là, ils les connaissent, ils savent les jouer. C'est un effectif, on va dire, riche, avec de très bons joueurs et surtout avec des joueurs d'expérience. Ils ne sont pas très connus, c'est pas des joueurs non plus qu'on pourrait citer maintenant, dire ah ce joueur-là il est au-dessus, ce joueur-là est dans les top mondiales, c'est pas. Ils ont eu des bons joueurs,
citer Fernandinho qui était chez eux, on peut citer Luis Adriano qui était chez eux, on peut citer Fred qui était chez eux, on peut citer encore une fois, comment s'appelait le joueur qui était, on peut citer Dodo qui était chez eux, qui était venu à Lyon, si je ne me trompe, il y en a qui, je crois, qui est en première ligue ou en Serie A. En fait, c'est des joueurs, et là j'en cite que quelques-uns parce que c'est compliqué de tous les citer vu ce que produit Shakhtar, mais Shakhtar est un club qui s'est recruté, qui s'est formé et qui sait être un club intermédiaire, pas aléatoire, intermédiaire. C'est-à-dire ils savent jouer ces compétitions. L'Europa League c'est pour eux. Moi je pense que c'est une équipe, je ne sais pas s'ils vont aller loin, mais je pense que c'est une équipe qui peut viser les quarts de finale. S'ils ont un bon tirage en huitième et s'ils ont un bon tirage en quart, peut même viser les demi. C'est une équipe qui, il y a 2 ans, s'est fait éliminer par l'Inter Milan, qui était allé en finale de l'Europa League, face à Francfort, si je me souviens bien. Donc, c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que c'est une équipe qui connaît la Coupe d'Europe. Maintenant, je vais citer des détails. Je vais citer évidemment que des statistiques, que des faits particuliers. Maintenant, on peut citer leurs joueurs. Ils ont par exemple leur attaquant, l'attaquant de pointe. Le buteur de cette équipe-là, c'est Danilo Sikan, 22 ans, un jeune buteur ukrainien qui est actuellement à 4 buts en 6 matchs de Champions League. Et on parle quand même d'une qualification, d'une équipe avec un buteur qui a réussi à faire plus de 4 buts en 6 matchs. Chose qui, chez nous, à part Aubameyang, mais on compte quand même beaucoup de pénaltys dans cette phase de groupe d'Europa League, c'est pas le cas. D'ailleurs, ils ont des bons joueurs. Ils ont des bons milieux, ils ont une équipe stable, une équipe qui connaît ce championnat. Ce championnat d'Europe plutôt, cette Europa League. Donc c'est une équipe qui va être compliquée pour moi à manier, une équipe qui va être compliquée à juger, et il ne faut pas tomber encore une fois dans l'insuffisance. Évidemment, on a le Vélodrome, et je pense que le retour au Vélodrome est une bonne chose pour nous. Ça va nous aider à long terme. Sur les 2 matchs, en général, quand on a un retour au Vélodrome, ça se passe plutôt bien. Maintenant, à voir ce qui va se passer, parce qu'il faut quand même se dire que face à Brighton, on n'a gagné aucun des 2 matchs, parce que Brighton, c'est la seule équipe qui était vraiment taillé pour jouer quelque chose en Europa League cette année. Et c'est une équipe qui nous a fait à l'aller, on gagnait 2-0, ils ont réussi à venir à 2-2. Et ils nous ont dominé tout le match. Et au retour, on n'a pas vu le jour. Ils ont réussi à gagner logiquement sur un but. Même si c'était sur le fil, ils ont quand même réussi à gagner. Et en plus, ils ont eu cette première place. Qui désormais nous met dans cette situation. Et en plus, quand vous voyez la situation dans laquelle on est, il ne faut pas oublier qu'on est une équipe en crise en ce moment. Une équipe qui est en crise de résultats, qui n'a pas gagné depuis cette année dans cette année 2024. Une équipe qui n'a gagné face à aucun des 6 premiers de Ligue 1. On n'a pas gagné face à Nice. On n'a pas gagné face au Monaco. Aller-retour. Paris, ils nous ont éclaté à l'aller. Comme j'ai déjà cité Nice. Je peux citer Lens, on n'a pas réussi à gagner. Je peux citer Rennes, on a réussi à gagner l'aller, si je ne me trompe pas, oui. Est-ce que Rennes est dans le top 6? Non, parce que Rennes est derrière nous au classement. Donc c'est compliqué en fait. Même Lille, on n'a pas réussi à aller à l'aller. Et je vous dis, vu la forme de Lille, voilà. Et on a réussi à perdre contre l'horrible Olympique Lyonnais de cette année, je parle bien. Cette année, l'horrible Olympique Lyonnais, on a réussi à perdre contre eux. Donc pour moi, c'est un peu cette suffisance qu'ont les fans de Marseille, c'est ça qui pose problème au club, je pense. Bon, il n'y a pas que ça, il y a plein de problèmes, il y a plein de choses. Mais moi, dans cette phase-là, et je vous ai terminé cette partie sur le Shakhtar un petit peu, il ne faut pas tomber dans une suffisance. On va parler du cas de l'OM, je l'ai cité déjà un petit peu, la phase en crise, le manque de victoire, le manque de résultats, un coach qui, comme le dit lui-même, parce qu'il l'affirme, et apparemment il y a beaucoup d'infos ressortent que il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas pourquoi les joueurs n'arrivent pas à accepter ses idées, il ne comprend pas pourquoi cette équipe-là n'arrive pas à aller au bout et n'arrive pas à adapter sa philosophie. Moi, je vais vous dire une chose, on a un coach, c'est un loser. Je vous rappelle que son contrat, c'est s'il arrive dans les 4 premiers Champions League, les 4 premiers est qualifié en Champions League, ou en tout cas en barrage de Champions League, son contrat sera, on va dire, prolongé, et il sera là l'année prochaine. Ça veut dire que déjà, même les présidents ne comptent pas sur lui. Je crois que c'est le premier coach sur Longoria. Tous les coachs ont eu minimum 2 ans. C'est vous dire à quel point même les dirigeants ne savent pas quoi faire de ce coach-là. Il est venu un peu en pompier de service. Je vais vous assurer peut-être une place en Europa League, en Conference League, si tout se passe bien. Et encore, on n'est pas sûr, hein, vu le niveau de l'équipe. Les recrutements ont été intéressants. Pour une fois, on recrute intelligemment. Je pense. Là, je parle de Faris Moumbagna. Très bon recrutement pour moi. Franchement, en vérité, c'est ce qu'il nous fallait. Onana, je sais pas, on va juger. On verra bien, je peux rien dire. Lucien Riquet qui revient, c'est intéressant. Ça nous fait enfin un vrai ailier à gauche. Parce que Correa, c'est pas un ailier à gauche. Et Pavillon, c'est pas un ailier à gauche. Donc, c'est des joueurs intéressants. Et vous vous rappelez d'une chose, parce qu'on est sur le cas de l'OM. Pour moi, ces recrutements d'hiver dénotent d'une chose. Quand Longoria n'a pas beaucoup d'argent, en tout cas dans les caisses, quand il a besoin de faire travailler son cerveau et ses réseaux, principalement, en général, les recrutements sont bons et les joueurs sont intéressants. Je veux dire, on se souvient du premier vrai gros mercato qu'avait fait Longoria à l'époque de Sampaoli. Il avait recruté Guendouzi en prêt, Under en prêt. On se souvient de Saliba qui était en prêt, mais sans option d'achat. D'ailleurs, c'est dommage, on avait essayé de l'avoir. On peut citer qui ensuite, pendant l'année qui suit, c'était Mbemba, gratuitement. En fait, quand
quand Longoria commence à faire des recrutements logiques, sans trop d'argent, ça marche. Et sans trop tomber dans les magouilles de raison. On l'avait entendu, pour ceux qui l'ont entendu, l'histoire du Vitinha, c'est grave. On parle quand même d'un mec qui a été recruté sans aucun rapport au préalable de la part de la cellule de recrutement, qui a été pris par Ribalta. C'est un recrutement un peu de frustration. Ils n'ont pas réussi à avoir Mofi, ils ont tout fait pour avoir Mofi. Mofi a refusé le club, alors que je pense qu'on était en priorité, on était en accord avec Lorient. Donc ils se sont dit, on va recruter ce mec-là, il y a un agent qui le connaît, l'agent j'ai dirigé, je le connais bien, ça marche bien avec lui, hop, on prend Vitinha. Et on a vu que c'était un joueur qui n'était pas fini, un joueur qui n'avait que 2 ans maximum de football professionnel à 23 ans. Je veux dire, tout le monde a sa chance, tout le monde mérite de devenir professionnel, en tout cas ceux qui le prouvent pas sur le terrain, mais à l'Olympique de Marseille, quand tu mets autant d'argent, le mec doit être capable. Et ça fait 2 fois de suite après Strootman qu'on se fait avoir. C'est peut-être pas les mêmes directions, mais encore une fois, c'est un achat cher et inutile, sans aucune prise en compte sportive. Je veux dire, la cellule de recrutement, c'est la base, il faut un rapport. Et je pense que Moumbagna, maintenant que Benassia est venu, j'espère que cet été, on pourra faire des ventes déjà, et surtout qu'on pourra recruter des joueurs à bas coût. Moi, je préfère à bas coût, qu'on ait une équipe et que ces joueurs veulent venir chez nous. Et surtout qu'ils aient le niveau pour venir chez nous. Parce que c'est plus possible. Et là, vous allez voir, on affronte une équipe qui recrute bien, vous allez voir, hein, ils recrutent des mecs du Brésil, des mecs d'Équateur, ils forment des joueurs de chez eux, d'Ukraine. La dernière grosse pépite de chez eux, c'était Mudryk. Après avoir, moi, je considère comme une semi-pépite, mais bon, ça c'est à voir. Je pense pas que son prix était mérité à Chelsea. En tout cas, c'était un très bon joueur pour le niveau de Shakhtar et pour ce que représentait Shakhtar. À nous de voir, on a un effectif avec pas mal de blessés. On en a Nadir qui n'est plus là jusqu'à la fin, je crois, peut-être même toute l'année. Hein. On ne sait pas s'il est là s'il sera là en 2024. On a Rongier qui n'est plus là. Et quand Rongier n'est pas là, on a vu, même si moi je l'ai beaucoup critiqué, on a vu le manque. Verretou n'a pas ce leadership. Onana, j'ai dit, je sais pas. Pape Gay, bah, ça se passe mal. Le mec, il ne veut plus rester. Tu vois, le club ne veut pas le faire jouer. C'est un peu normal. Le club doit se respecter aussi un petit peu. Donc voilà.